Alors, quand viendra l'heure de la campagne, nous vous demanderons pourquoi seulement 13 circonscriptions. Mais aujourd'hui, vous estimez que les députés devraient plancher sur le gouvernement, le texte du gouvernement, pardon, en s'appuyant sur les propositions de l'expert. Pourquoi pas l'inverse, comme le revendique la coalition? Non, nous n'estimons pas que les députés devraient plancher sur les textes de l'expert. Nous considérons que dans un pays, il y a des mécanismes qui existent. Dans le nôtre, la Constitution donne à l'Assemblée nationale et au gouvernement les prérogatives d'introduction en ce qui concerne le gouvernement de projets de loi et pour les députés de propositions de loi. En réalité, c'est quand il y a une initiative de cette nature que l'Assemblée nationale planche sur un texte. Donc, le gouvernement peut introduire un projet de loi, les députés peuvent introduire une proposition de loi, et puis à partir de là, la loi est affectée à la commission qui est en charge de du domaine, et ensuite, après, il y a des plénières. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, que le gouvernement ait introduit un projet de loi qui lui semble être le plus adapté à la recommandation des commissions de la CEDEAO, c'est sa prérogative. Elle ne peut pas lui enlever cette prérogative, au même titre que les députés de l'opposition, comme ceux de la majorité gouvernementale, auraient pu introduire une proposition de loi. Là, c'est juste la matière, c'est la matrice de base. Maintenant, à partir de là, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, UNIR, comme la C14, sont protagonistes de la crise et donc ont eu une copie des propositions de l'expert en ce qui concerne les réformes constitutionnelles. Et ce que nous disons que le fait que le gouvernement introduit un projet de loi qui ne soit pas intégralement conforme à ce que l'expert propose n'est pas encore une hérésie intellectuelle. Ce n'est pas un problème, d'autant plus que les deux protagonistes qui sont aujourd'hui à l'Assemblée, à savoir donc les députés de la C14 et les députés du UNIR, peuvent faire les amendements. Et quand on dit amendement, on peut proposer un projet de loi qui va être entièrement amendé, donc qui va être complètement même différent de celui qui est introduit. Parce que, en fait, après, au niveau de l'exposé de motifs, celui qui est à l'initiative du projet de loi justifie, et puis les autres maintenant amendent. On a vu dans beaucoup de pays un texte qui, entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est complètement le jour et la nuit, parce que les amendements étaient profonds et ont respecté un certain nombre de conditions. Mais aujourd'hui, la commission de la CEDEAO a transmis un avant-projet de loi. Est-ce que cela ne veut pas dire justement... Il faut le dire, mais très clairement à nos concitoyens. La CEDEAO ne peut pas introduire dans notre Assemblée. C'est pour ça que je dis... Non, pas directement. C'est pour ça que j'ai parlé d'un avant-projet de loi. Ça veut dire que le texte doit être adopté ensuite par le Conseil des ministres pour en faire un projet de loi qui va à l'Assemblée. Non. Nous avons la CEDEAO qui nous assiste et qui a commis un expert pour nous faire un certain nombre de propositions. Maintenant, ces propositions, en fonction des discussions, encore une fois, ne sont pas partie prenante du dialogue, en fonction des ententes qui sont faites lors des différentes discussions, si les deux protagonistes s'entendent, comme on a eu l'impression d'ailleurs qui s'est passé le 23 septembre dernier, à savoir une entente complète des deux protagonistes sur un texte en disant que d'accord, nous sommes tous les deux d'accord qu'on adopte le texte en l'état, bon, ce moment-là, il n'y a pas de problème, on ne fait qu'entériner. Mais si, sachant que depuis le 23 septembre et le 9 novembre où les deux protagonistes se sont rencontrés, encore qu'ils ne se sont pas rencontrés, sur les comptes rendus que nous avons eu, chacun a eu à rencontrer le facilitateur de son côté. Donc il n'y a pas eu une concertation où on a eu un accord sur le contenu d'un texte. Et quand vous prenez, si on se fie au courrier qui a été adressé donc aux deux protagonistes, c'est que les protagonistes ont transmis, la CEDEAO a transmis aux protagonistes un texte qui lui semble à elle conforme aux recommandations. Donc à partir du moment où ce texte a été transmis aux protagonistes, il reste aux deux protagonistes, à partir du moment où il n'y a pas eu un accord antérieur, de faire en sorte que ce texte-là puisse se figurer dans les réformes constitutionnelles dans notre pays. Donc, par de là, il y a deux possibilités, comme je l'ai dit tout à l'heure, proposition de loi, donc une des parties prenantes, que ce soit UNIR, que ce soit l'opposition, fait une proposition de loi qui se retrouve sur la table de l'Assemblée, ou alors projet de loi du gouvernement. Mais il n'y a aucun mécanisme automatique qui fait qu'un texte qui sort de la CEDEAO se retrouve automatiquement comme
proposition de loi ou projet de loi, parce qu'il faut bien que l'une des composantes de notre Assemblée nationale et de notre pays qui a matière à introduire une proposition de loi ou un projet de loi puisse le faire. Si cette initiative n'existe pas, le texte ne peut pas sortir du ciel et tomber sur la table de... Alors, je précise encore une fois que le texte est appelé avant-projet de loi. Le ministre Gilbert Barara a expliqué que selon le chronogramme, le gouvernement devait attendre le rapport de l'expert afin d'intégrer éventuellement ces propositions au projet de loi et que le rapport a accusé du retard. Comment est-ce que vous le comprenez? Bon, après, maintenant, vous savez, c'est ce que je dis. Je ne peux pas me permettre de me substituer aux différents protagonistes. Si on prend le chronogramme, il était prévu que le gouvernement devait introduire avant le 10, ou bien au plus grand temps le 10, une proposition d'un projet de loi. Et que quand on regarde le calendrier, on comprend que c'est le 14, si mes souvenirs sont exacts, que le texte de l'expert a atterri donc au niveau des protagonistes. Mais comme nous le disons dans notre communiqué de presse, il n'y a pas encore péril en demeure à partir du moment où l'ensemble des acteurs qui font des discussions à l'Assemblée nationale sont partie prenante du dialogue. Et que même s'il y a un projet, c'est ce que je réexplique encore, que entre ce qui rentre et qui est déposé sur la table du bureau de l'Assemblée, ce qui sort, il n'y a aujourd'hui rien qui empêche l'ensemble des protagonistes de faire des amendements tenant compte des propositions de l'expert. Alors depuis 2014, quand il s'est agi d'opérer les réformes constitutionnelles en ce qui concerne la limitation du mandat présidentiel, le nœud du problème a toujours été l'article 59. Aujourd'hui, l'article 59 proposé par la commission de la CEDEAO, qu'est-ce que vous en pensez? Sur l'article 59, il y a du bon et du moins bon. Ce qui est bon, c'est que nous, déjà, le 4 février dernier, nous avions recommandé que la fameuse phrase « en aucun cas, nul ne peut faire 2 mandats » soit maintenue. Aujourd'hui, l'expert parle de « nul ne peut faire plus de 2 mandats sans mettre forcément la formule en aucun cas ». Peut-être pour ne pas cliver, mais dans l'exposé de ces motifs, il a expliqué que le « en aucun cas » était superlatif et qu'il n'avait pas forcément besoin de le mettre du moment où c'était écrit que nul ne peut faire 2 mandats. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est bien, sachant bien entendu que il faut le dire aussi à nos auditeurs, que cette interprétation, l'interprétation de cette mention revient à la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire parce que il faut, appelons le chat pas un chat, est-ce que ceci rend cette disposition-là rétroactive ou non? Il reviendra à la Cour constitutionnelle de dire si cette mesure est rétroactive ou pas. Mais nous pensons que ça, c'est une bonne chose. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est le fait de garder, d'enlever au niveau de la proposition de l'expert, la disposition qui permet au chef de l'État de rester en poste jusqu'à son remplacement, parce que vous savez que si on ne met pas ce verrou-là, en cas de crise, comme aujourd'hui, ce que nous avons, sur la Constitution de 92, c'était pas prévu même pour les députés. Donc, quand les députés finissent leur mandat de 5 ans, le jour J où c'est fini, c'est fini. Donc, on ne peut pas prendre le risque de se retrouver dans un vide constitutionnel en enlevant cette disponibilité qui permet à la personne qui est élue de rester en poste si, bien entendu, les conditions ne permettent pas d'organiser dans des conditions de transparence ou alors si des conditions sécuritaires empêchent l'organisation des élections. Peut-être l'expert est-il en train de chercher à empêcher justement ces volontés qui peuvent vouloir faire traîner les élections pour rester au pouvoir. Après maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre en balance. Est-ce que on se prémunit de danger, surtout dans une Afrique, c'est ce que nous disons dans notre communiqué, plutôt souvent instable. Parfois même, ce n'est pas forcément les conditions dans votre pays, mais vous pouvez avoir des conditions sécuritaires sous-régionales qui vous empêchent d'organiser les élections. Ou bien parfois, nous l'avons remarqué à plusieurs reprises dans notre pays, c'est que, au fait, les acteurs politiques que nous sommes, nous avons le chic d'attendre la veille des élections pour soulever tous les problèmes. Et après, ça empiète sur le calendrier électoral. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus prudent de pouvoir permettre cette disposition-là? Et c'est pour ça que nous, au point 3 de nos propositions, nous disons qu'il faut maintenir cette proposition parce qu'elle nous permet quand même de ne pas se retrouver systématiquement dans un vide institutionnel et avoir plutôt le contraire. C'est-à-dire que plutôt les autres en face
créer une situation qui fasse que le jour c'est fini, on dit c'est fini, maintenant écoutez, on ne va plus passer par des élections, mais on va passer par quoi? Soit par la disposition qui permet la vacance du pouvoir, mais la vacance du pouvoir c'est dans les saisons toujours, pas plus. Alors, donc nous pensons que par exemple c'est bien, mais il faut ramener la possibilité de rester en poste jusqu'au remplacement. Pour vous, si on comprend parfaitement vos explications, c'est plutôt le texte du gouvernement qui doit faire l'objet d'études et non celui de la commission de la CEDEAO. Alors, est-ce par rapport à des questions de souveraineté, vous avez expliqué un certain nombre de règles, ou par rapport au fond, ou des désaccords par rapport au fond? Non, en fait, pour nous, c'est qu'on crée un problème qui n'existe pas. Il y a la CEDEAO qui a envoyé aux deux protagonistes un texte en disant, voilà, nous pensons que ce texte-là est conforme, encore que en avançant, vous allez voir que nous soulevons aussi des insuffisances. Vous estimez que ce n'est pas conforme à la pratique dans la sous-région? Il y a des insuffisances dans le texte de l'expert, mais nous ne pouvons pas quand même nous mésestimer au point où de considérer qu'un texte proposé par un expert tout seul s'impose à l'ensemble des Mais la conférence des chefs d'État l'a approuvé en estimant qu'elle était conforme à la décision non, c'est pas la conférence des chefs d'État. Oui, il a été estimé que la commission de la CEDEAO a estimé que ce texte était conforme. Mais il n'en reste pas moins que... Mais la commission de la CEDEAO engage en quelque sorte... non, c'est-à-dire, non, on a une conférence des chefs d'État qui se réunit et en conférence extraordinaire. Et quand vous prenez l'article 38 de la déclaration de Lomé, vous avez 3 points qui sont des points généraux, c'est-à-dire limitation de mandat d'élection de tours et puis réforme de la Cour constitutionnelle. Vous pouvez même aller plus loin en disant que même la proposition de texte de loi, le projet de loi du gouvernement rentre même dans ce moule-là. C'est un grand moule. Maintenant, après, dans ce grand moule-là, on peut l'adapter comme on veut. Maintenant, aujourd'hui, je crois quand même que si nous avons 91 députés à l'Assemblée nationale, ils doivent savoir exactement ce qui est bon pour les Togolais, ce qui n'est pas bon pour les Togolais. Et qu'on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas se mésestimer au point de dire que c'est parce que la commission de la CEDEAO a estimé qu'un texte est bon que nous allons enlever. Donc c'est une question de souveraineté? C'est une question, pas de souveraineté, mais c'est une question de pragmatisme. Qu'est-ce qui est bon pour les Togolais? C'est pas parce que la commission de la CEDEAO trouve que quelque chose est bon pour les Togolais que nous allons enlever à nos représentants nationaux la capacité d'étudier, d'analyser et de voir si ce texte-là il est bon ou il n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est ce que souhaite la coalition, que les députés travaillent sur le texte de la commission. Mais c'est ce que nous disons, c'est pas, on tourne un peu en rond. Nous disons que le gouvernement dit il a été obligé par rapport au chronogramme d'introduire un texte le 10 par rapport au chronogramme de la CEDEAO. Et ensuite, il y a un texte que la CEDEAO a envoyé. Ce texte-là a été envoyé aux deux protagonistes, UNIR et C14. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche UNIR et la C14? C'est ce que nous proposons dans le texte. Que UNIR et la C14 fassent les amendements du texte proposé par le gouvernement. C'est là où vous ne dites pas la même chose. La coalition demande que le texte envoyé à l'Assemblée soit celui de la commission de la CEDEAO. Même si c'était le texte de la CEDEAO qui est soumis à l'Assemblée, il faudra l'amender. Absolument. Oui, et ça, la coalition ne dit pas le contraire. Oui, mais quelle est la différence entre amender un texte qui soit assez limité du gouvernement, mais en se basant sur les éléments de la CEDEAO? Alors, on peut reprendre la question dans l'autre sens. Dans l'autre sens également. C'est-à-dire que aujourd'hui, hypothèse numéro 1, si vous voulez faire du juridisme, on dit, ok, nous, C14, on retoque le texte du gouvernement et on repropose au niveau de la proposition de loi, puisque les députés de la C14 ont le quorum pour faire une proposition de loi. Ok, d'accord, nous on ne prend pas le texte du gouvernement, on propose un projet de loi avec le texte de l'expert. Oui, pourquoi pas? Il y en a qui estiment que parce que la CEDEAO a suivi le processus depuis la médiation jusqu'à maintenant, non, mais après maintenant, il faut aussi faire une chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses de façon sélective. Il y a une semaine, on trouvait que la CEDEAO envoyait tout le monde à l'abattoir. Mais vous renvoyez les mêmes arguments parce que la coalition aussi dit que quand il s'agit de la date du 20, on s'y accroche, mais quand il s'agit du texte de l'expert... Non, ce que nous trouvons, et là nous disons que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui on puisse dire qu'un texte envoyé par un expert qui s'est enfermé par la commission de la CEDEAO. Non, je veux dire, l'expert, il a écrit un texte, il a envoyé à la commission de la CEDEAO qui a trouvé que c'est conforme, il l'envoie. C'est pas normal qu'on dise que ce texte-là, on doit l'adopter en état, alors que nous devons savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, Maoussi Kofi Tognon sur la page Facebook de Nana FM dit que la CEDEAO est une institution supranationale, donc ces règles doivent s'imposer à tous les États membres. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, la CEDEAO est une institution supranationale, mais elle n'écrit pas les constitutions des pays.
quand il y a il y a eu un protocole qui a été adopté. Oui, mais pourquoi est-ce que la CEDEAO dit dans les recommandations que le texte soit adopté à l'Assemblée nationale et à défaut par référendum? C'est parce qu'il reconnaît que nous avons des institutions dans notre pays qui fonctionnent. Autrement, on aurait dit tout simplement que la CEDEAO va proposer la modification constitutionnelle qui passerait comme une lettre à la poste. Si la CEDEAO dit que le texte soit adopté à l'Assemblée nationale et à défaut par référendum, c'est parce qu'il reconnaît aux institutions togolaises leur prééminence sur des recommandations qui peuvent venir de la CEDEAO. Par exemple, sur la date du 20, nous avons toujours dit que si les acteurs togolais pouvaient s'entendre sur une autre date et retourner voir la CEDEAO pour dire, écoutez, nous ne pensons pas faire les élections le 20, la CEDEAO ne pourra pas obliger les Togolais à faire une élection le 20. Mais c'est parce que justement, il n'y a pas, les gens n'arrivent pas à s'entendre, les gens ne se parlent pas, que certains s'abritent derrière cette date du 20. S'il y avait une entente entre les acteurs togolais, on l'a vu dans beaucoup de pays, la CEDEAO, on l'a vu, et même vous l'avez vu aujourd'hui au Burkina Faso, la CEDEAO a fait des propositions qui ont été rejetées par l'ensemble des acteurs du pays et la CEDEAO a été obligée de se coucher. Ne donnons pas à la CEDEAO un pouvoir qu'il n'a pas. Les institutions du pays, le peuple s'impose aux décisions de la CEDEAO. Eric Adjevi, il dit, vous oubliez que le Togo peut se retirer de la CEDEAO à tout moment. La CEDEAO ne peut rien imposer aux Togolais, elle ne fera que proposer. Cela va un peu dans le sens qui est le vôtre. Non, je ne pense pas qu'on soit dans ça. Le Togo est membre de la CEDEAO depuis longtemps, membre quasiment même mon fondateur. Je pense que le Togo a le souci quand même de respecter les recommandations de la CEDEAO. Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les deux protagonistes jouent un peu avec chacun essaie de tirer à son avantage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de cela 2 semaines, la CEDEAO a envoyé le Togo à l'abattoir et puis une semaine après, finalement, la CEDEAO est à bon dos, vous comprenez. Donc, nous, ce qui nous choque, c'est que nous pensons que quelle que soit l'exactitude ou bien l'intérêt du texte de l'ESPER, il est important que les députés, c'est pour ça qu'ils sont payés d'ailleurs, que les députés disent ok, on prend les articles un par un, est-ce que c'est bon pour nous? Si c'est pas bon pour nous, la souveraineté nationale est importante. Qu'on dise oui, écoutez, on a regardé votre texte, mais on pense que ce n'est pas bon pour nous, et quand on dit que ça respecte les moyennes sous-régionales, c'est que ça respecte des moyennes sous-régionales. Et vous voyez, quand vous prenez aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, vous prenez l'ESPER nous dit aujourd'hui qu'il faut qu'au premier tour, il y ait 50% des personnes inscrites sur la liste qui doivent voter pour que le texte aille au deuxième tour. Même au Sénégal, qui est son pays, c'est plutôt un quart de la population des personnes inscrites. Et dans l'ensemble des autres pays de l'Afrique, nous ne parlons pas de quotas ou bien d'un seuil à partir duquel on valide une élection. Donc après, quand vous regardez, vous dites, mais où sont donc ces moyennes sous-régionales? Il y a des principes, ces principes ont été énoncés dans l'article 38 des recommandations de la CEDEAO, limitation mandat, élection en 2 tours et réforme de la Cour constitutionnelle. Ça, ce sont les principes de base. Mais pour vous, ce n'est pas une disposition qui apporte plus de légitimité aux gouvernants quand vous savez que vous êtes élu avec au moins la moitié des habitants de votre pays? Non, vous n'êtes pas là. Non, ce qu'il est en train de dire. Non, ce qu'il est en train de dire, c'est on passe au deuxième tour que s'il y a la moitié des personnes qui ont élu. Mais écoutez, ça veut dire que vous voulez donner la possibilité à des gens qui décident par exemple de boycotter ou bien de ne pas aller aux élections, vous leur donnez la prééminence sur les gens qui veulent faire leur devoir. Si le boycott est suivi par la majorité de la population, ça veut dire qu'il y a un souci. Puisqu'après tout, le peuple détient le pouvoir selon ce qui est dit. Non, écoutez, si les gens décident par exemple de ne pas aller aux élections, libre à eux. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas dire que quand on va faire une élection, vous imaginez tout récemment en Côte d'Ivoire, sur 24 millions de personnes, on a fait une élection où il n'y avait que 6 millions de personnes qui sont inscrites. Et sur les 6 millions de personnes, il y a 4 millions à peine qui sont allés voter. Au Cameroun, 25 millions de personnes, 6 millions de personnes qui sont inscrites. Très souvent, cela s'interprète par un rejet des politiciens par la population. C'est ce que je veux dire. Quand vous voulez prendre les normes, aujourd'hui, même dans les pays européens, même dans les pays qui sont supposés être des modèles de démocratie, vous avez des taux de participation qui sont en bas de 50%, mais qui ne remettent pas en cause la légitimité du scrutin. Et donc, vous prenez une mesure qui va vous bloquer vos consultations électorales, parce que chaque fois que vous n'atteindrez pas ce qu'est-ce que vous faites, vous reprenez les élections à l'infini, ça n'a absolument pas de sens. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Alors, Kodjo, pour vous, les difficultés rencontrées par l'avant-projet de loi sont-elles liées à une question de souveraineté ou au fond même du texte? Non, si nous ne sommes pas dans la crise, on peut parler de
souveraineté. Aujourd'hui, nous sommes dans la crise. Et tout ce que nous faisons depuis le 31 juillet, nous suivons la feuille de route de la CEDEAO. Monsieur directement même dit tout de suite que la date du 20, c'est la CEDEAO qui a fixé ça. Donc, si les Togolais s'entendent, ils peuvent annuler cette date de 20. Mais s'ils ne s'entendent pas, donc la date du 20 doit être tenue. C'est la même chose que ce que l'ESPER a fait. Donc pour vous, tout ceci fait partie de la ligne donnée par la feuille de route et donc il faut la suivre. Oui. Merci. Si, attendez. Allez-y rapidement. Tout ce que l'ESPER a fait, si les deux camps ne s'entendent pas, donc ce que l'ESPER a fait, on doit soumettre ça à l'Assemblée. S'il n'y a pas la majorité, on prend ce texte et on va au référendum, vous voulez dire. Avec ça. C'est simple. Bien. Merci Kodjo d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Alphonse Doku écrit que si le texte arrange le gouvernement, on n'est pas souverain, mais quand le texte les dérange, c'est en ce moment qu'ils brandissent la souveraineté. Un autre auditeur en ligne, allô? Bonjour. Bonjour Ali Baba, comment allez-vous? Oh, ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Bon, je pense que la CEDEAO, comme le candidat directement a dit, ils ne sont pas là pour rédiger des constitutions au pays. Chaque pays est souverain. Même, je donne un exemple au Burkina. La CEDEAO n'a même pas autorisé Blaise de quitter au pouvoir. Donc, c'est la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, le continentaliste, le Sénégalais a fait quelque chose que le peuple n'est pas content. C'est le gouvernement qui a la majorité, que le peuple est derrière, n'est pas content, n'est pas de bon. Donc, on va dire nouveau assemblée qui va évoluer le pays. Merci Ali Baba. Merci, passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Encore un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afano. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons d'Agoué. Je salue notre invité. Bonjour. Monsieur Afano, vous pouvez me répéter la question? Est-ce que les difficultés rencontrées par l'avant-projet de loi soumis par la CEDEAO sont en rapport avec la souveraineté du Togo ou le fond du texte en question? Monsieur Afano, il est arrivé un moment où il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Soyez sérieux, monsieur Kokou, et dites-nous. Soyons sérieux dans ce pays. L'État savait qu'il a la souveraineté. Au moment de la crise, il a fait appel au chef d'État de la CEDEAO et la CEDEAO est venue. Ça fait qu'on a déjà mis une partie de notre souveraineté en jeu. Donc on est obligé de suivre ce que les gens disent aujourd'hui. Pourquoi on a accepté la proposition que la CEDEAO a faite pour envoyer un expert constitutionnaliste? La personne est là pourquoi? C'est pour rédiger un texte. Voilà que le moment est arrivé. On voit que le texte ne nous avantage pas, on prône la souveraineté. Donc pour vous, c'est une question liée au fond du texte? C'est au fond du texte. Bien, merci. On est rattrapé par notre turpitude. Merci, M. Kokou. Je vais poser une question à M. Diritama. Allez-y rapidement. Qui sont M. Diritama? Au jour où nous sommes aujourd'hui, si nous prenons la feuille de route de la CEDEAO, je le divise en 3 points. Le premier point, les mesures d'apaisement, les réformes et les élections après. Est-ce que vous qui dites que vous êtes de l'opposition, est-ce que vous voulez les réformes avant les élections? Est-ce que les 3 points-là sont déjà mis en œuvre? On a déjà fait tout ça là, avant que vous ne prétendiez dire que vous allez à une élection. Merci, M. Kokou. Passez une bonne journée. Alors, on a eu Kodjo qui dit que le texte de la CEDEAO découle de la feuille de route
et qu'il faudrait le suivre au cas où on ne s'entend pas là-dessus, soumettre ce texte au peuple à travers un référendum. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben, nous disons encore une fois aussi, au fait, on n'est peut-être pas allé au fond de du communiqué de presse que nous avons publié. C'est-à-dire que nous avons dit tout à l'heure le seuil de 50% qui doit être atteint au premier tour est une disposition qui va être inhibante pour l'organisation des élections. Nous avons dit tout à l'heure qu'il était important à notre sens que au niveau de l'article 59, qu'il était important qu'on puisse permettre à un président de rester en poste jusqu'à la fin de son mandat. Et nous avons dit que nous considérons qu'aujourd'hui, les 3 points même énoncés par la CEDEAO étaient insuffisants parce qu'il y a énormément d'autres dispositions qu'on peut ajouter. Nous avons une occasion de modifier notre constitution. Est-ce que nous ne pouvons pas, est-ce que les 91 députés ne peuvent pas s'asseoir pour voir les autres points qui sont importants, dont on parlait depuis longtemps, la déclaration des richesses, aujourd'hui la saisine de la Cour constitutionnelle, l'interdiction de la transhumance à l'Assemblée nationale, les nouveaux droits, les droits des femmes, le droit à l'emploi des jeunes et tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas profiter pour agrandir le champ d'exploitation des réformes? Est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui de dire parce que l'expert de la CEDEAO nous a dit qu'il faut faire ça, qu'on le fasse? Nous trouvons que on a des députés pour faire un travail plus important. Maintenant, je le répète encore, si la CEDEAO dit qu'il faut faire les réformes à l'Assemblée, parce que vous parlez bien d'un avant-projet de loi, ce n'est pas un projet de loi. L'avant-projet, ça veut dire que c'est le gouvernement qui doit faire un travail là-dessus et l'adopter avant de l'envoyer au Parlement. Un travail et l'adopte au Parlement, et l'envoie au Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement dit, on nous a dit d'envoyer un texte avant le 10 par rapport au chronogramme. On est arrivé au 10, on n'avait rien, on l'a envoyé. Hypothèse numéro 1, on dit, ok, nous retirons le texte qui a été envoyé, on refait un autre texte pour envoyer, sans compter que le gouvernement l'a déjà vu ici en 2014. Le gouvernement peut envoyer un avant-projet de loi qui va être retoqué par sa majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est conforme à des pratiques parlementaires qui se font partout dans le monde. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de dire est-ce qu'on adopte en l'état. Parce que dans les recommandations de la CEDEAO, il est prévu que si la chose ne se passe pas à l'Assemblée... En fait, la question, c'est sur quel test on travaille. C'est toute la question. La question, pour nous, ce n'est pas une question de savoir sur quel test on travaille. Après, on pourra dire qu'on est d'accord ou pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut pour les Togolais. Pour moi, c'est ça la question. On veut quoi pour les Togolais? Alors, Koto, lui, propose que ce texte soit envoyé et éventuellement soumis aux Togolais. On ne va pas empêcher aux députés, puisque c'est leur prérogative, on ne va pas dire à des députés qui sont chargés d'amender les textes proposés, que ce soit par le gouvernement ou alors par une partie des députés. On ne va pas leur dire, écoutez, n'amendez pas un texte, surtout qu'il y a quand même des dispositions qui sont aussi... inhibantes comme c'est ce que je viens de relever. Est-ce que parce que l'expert a proposé un texte qui a été corroboré par la CEDEAO mais qui a des insuffisances, que les Togolais vont dire écoutez, nous on voit les insuffisances mais bon c'est l'expert de CEDEAO. Je rappelle ici dans ce pays que le 23 septembre dernier, les protagonistes se sont réunis et sont entendus pour un chronogramme dont le recensement commençait le 1er. Et le 26, nos amis de la C14 ont dit, écoutez, nous avons demandé le découpage électoral, on ne l'a pas donné, donc nous ne nous inscrivons pas dans la lignée d'aller à ce recensement. Parce que, justement, ils ont trouvé que des dispositions qui leur semblaient importantes ne se figuraient pas dans les éléments de contestation qu'ils ont proposés à la CEDEAO. Ça n'a pas été pris en compte. Ils ont décidé de boycotter le recensement à leur guise, sans aucun problème. Donc, ne transformons pas le problème. Aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité que la CEDEAO décide, hypothèse numéro 1, donc de sanctionner le Togo en disant, écoutez, nous avons imposé un avant-projet de loi, vous ne le prenez pas en compte, donc nous vous sanctionnons. Ou bien alors, parce que quand vous prenez l'article 38 de la déclaration des chefs de l'État du 31 juillet et vous prenez le texte rentre dans cette mouture-là, mais au même moment quand vous prenez aussi le projet de loi du gouvernement, il n'en sort pas non plus. C'est-à-dire que vous avez les éléments, le texte de l'expert est plus audacieux, va plus loin, mais quand vous prenez ce que la CEDEAO recommande, c'est limitation de mandat, élection à 2 tours et réforme de la Cour constitutionnelle sans dire exactement comment on la réforme. Aujourd'hui, le gouvernement dit qu'il faut juste modifier, ajouter une institution qui est
le Conseil supérieur de la magistrature pour composer la Cour constitutionnelle, ramener à 7 le nombre de ses membres et à 6 la durée du mandat renouvelable une fois. Et ça, on se retrouve avec l'expert sur cette question-là. Donc aujourd'hui, ne nous trompons pas. Le texte qui va en sortir au niveau de l'Assemblée doit rentrer dans la mouture de l'article 38 des recommandations de la CEDEAO, qui est au-dessus de toute autre forme de disposition qui existerait. Le texte de l'expert, nous, au niveau du net, nous trouvons que nul ne doit faire plus de 2 mandats. C'est une très bonne mesure qui est importante. L'inviolabilité de la limitation de mandat, par exemple, c'est une très bonne mesure pour que plus jamais les gens viennent tripatouiller les constitutions. Et pourtant, il y a des constitutionnalistes qui murmurent déjà que cela pourrait même se faire, même avec cette inscription. Ben oui, bon, maintenant, non, ce que nous disons, c'est que je pense que nous ne devons pas nous réduire au point où de dire qu'un texte envoyé par la CEDEAO ne peut pas être retouché par les députés togolais. Bien. Ali Baba, lui, il dit que la CEDEAO n'est pas là pour rédiger des constitutions, les États sont souverains. Et Koko, lui, il dit que en faisant appel à la CEDEAO, notre souveraineté a déjà été engagée et que maintenant, il va falloir s'y tenir. La feuille de route, il vous a posé une question. Il dit, est-ce que vous pensez que les points qui doivent précéder les élections ont déjà été mis en œuvre avant de vous positionner? Non, il y a 3 choses. Les mesures d'accompagnement et d'apaisement. Quand vous prenez même la dernière communication de la CEDEAO du 9 novembre, on continue à insister le gouvernement. Et puis parfois, quand vous écoutez les termes utilisés, c'est qu'on encourage le gouvernement. C'est-à-dire que on encourage le gouvernement à faire preuve de clémence. Vous regardez les pas de vélo qu'on prend pour parler des mesures d'accompagnement. On dit, on encourage le gouvernement à continuer à faire preuve de clémence et à accélérer les procédures judiciaires. Et depuis ça fait maintenant 3 mois que nous continuons à faire ce lobby-là. On a fait sortir des déclarations qu'on a adressées au gouvernement en disant, écoutez, faites preuve, mettez au moins de la célérité pour les dossiers que vous pensez qui doivent passer aux assises, et aussi maintenant faites preuve de clémence pour les gens, par exemple, où il s'agit de correctionnel ou pas autre chose. Et encore beaucoup demandent si ces éléments ont été mis en œuvre. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième élément, c'est les réformes. Et la CEDEAO avait demandé que les réformes puissent se faire avant le 30. Et notre communiqué de presse hier, on dit qu'il est temps, aujourd'hui nous sommes au 28, mais qu'il est encore temps qu'on puisse faire les réformes à l'Assemblée nationale et éviter au Togo l'humiliation d'un référendum qui est prévu par les dispositions de la CEDEAO. Parce que n'oublions pas que la CEDEAO dit, à défaut de faire des réformes à l'Assemblée nationale, parce que les députés ne s'entendent pas, il faudra passer au référendum. Maintenant, la question c'est de savoir quel texte sera soumis au référendum et quelle sera l'attitude de la CEDEAO par rapport au texte qui sera soumis au référendum. Mais je rappelle un élément, c'est que nous, et je l'ai dit chaque fois que je viens sur ce plateau, nous sommes dans un bateau qui est conduit par l'UNIR et la C14, et aujourd'hui nous sommes à la remorque. Nos amis de la C14, au moment où il y avait la possibilité d'ouvrir le dialogue à d'autres acteurs, ont décidé qu'ils étaient les seuls légitimes pour discuter sur ces questions-là. Aujourd'hui, nous sommes à la remorque. Ça veut dire que vous allez à la même destination qu'eux, c'est-à-dire si ça aboutit à un crash? Non, nous n'allons pas à la même destination que nous. Disons que nous avons appelé la CEDEAO. La CEDEAO a donné un certain nombre de recommandations, y compris l'organisation des élections le 20 décembre. Vous avez dit que vous nous appellerez plus tard pour expliquer pourquoi on y va, mais aujourd'hui, nous considérons que boycotter ces élections en n'ayant pas de voie de recours suffisante pour empêcher réellement la tenue de ces élections, c'est de se retrouver dans le cadre de 93 et 2002. Donc, en réponse à M. Kokou, vous êtes obligé d'y aller, même si nous y allons parce qu'il faut, nous y allons parce qu'il faut sauver les meubles. C'est ça. Nous y allons parce qu'il faut sauver les meubles. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Moi, c'est M. Douti. Monsieur Douti, vous voulez bien baisser le volume de votre radio? Vous voulez bien baisser le volume? Voilà, allez-y. C'est comme nos politiciens togolais là, ils parlent le français, Monsieur mais ne Douti. comprennent pas français. Monsieur On Douti. a besoin de la limitation du mandat et le sang de tout. Ils parlent façon. Monsieur Douti. On a besoin de Monsieur Douti, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Douti, vous m'écoutez? Alors visiblement, le dialogue ne s'instaure pas. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, les difficultés rencontrées par l'avant-projet de loi soumis par la CEDEAO sont-elles en rapport avec la souveraineté ou le fond du texte en question? Un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour madame, ici, comment allez-vous? Ça va. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Si la souveraineté du Togo
avec les recommandations, tout ça là, il ne doit pas y avoir de difficultés parce que nous avons une constitution noble qui prévoit toutes ces peines, qui prévoit qu'on ne doit pas se fatiguer encore de nos jours. La CEDEAO n'a pas de recommandations à faire puisque dans la constitution, tout est prévu comme chez eux. Je ne vois pas pourquoi on doit nous fatiguer tant au Togo. Moi, je veux simplement dire, même si cette communauté internationale, parce que la CEDEAO, l'Union africaine, tout ça là, ça fait partie de la communauté internationale. Même s'ils ont monarchisé ce pays en douce, les dirigeants qui ont passé plus de 50 ans là, ils doivent comprendre que non, que cette communauté internationale les trompe quoi. Maintenant que les peuples se sont réveillés, eux aussi, ils ont dormi, ils se sont endormis depuis longtemps. Maintenant qu'ils se sont réveillés pour dire stop à ça, ils doivent comprendre, ils ne doivent pas réprimer, ils ne doivent pas fusiller les gens en désordre. Merci. Merci Madame Messi d'avoir participé au débat. Passez une excellente journée. Sur la page Facebook de Nana FM, Eric Ataï écrit que la souveraineté du Togo est un argument en carton. Même la France est soumise aux règles de l'Union européenne, tout comme l'Allemagne. À côté, Kanko, lui, il écrit que ces difficultés ne doivent pas nous étonner, car il suffit de jeter un coup d'œil à la phrase « Papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir ». C'est la logique du maintien au pouvoir en oubliant que l'espace communautaire voudrait une conformité des textes constitutionnels, notamment la limitation du mandat. Nous allons prendre un dernier auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Allô, Antoine, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Poli, Bekuta. Allez-y, nous vous écoutons. Monsieur Djeritama, bonjour. Bonjour. Antoine, avant de répondre à votre question, je voudrais poser une question à Monsieur Djeri. Allez-y. Monsieur Djeritama, vous êtes un jeune politicien que nous apprécions beaucoup. Honnêtement, dans les conditions actuelles, pensez-vous que les élections le 20 décembre sont possibles? Ce sera la seule question. En voyant tout ce qui se passe, tout ce qui se trame maintenant, pour un Togo meilleur, apaisé, honnêtement, si vous pensez que vous pouvez accompagner UNI pour aller aux élections dans ces conditions? Bien. Maintenant, par rapport à la question. Pour revenir à la question de souveraineté du Togo par rapport au test de la CEDEAO, moi, je pense que chacun lutte pour ce qui l'arrange. Il n'y a pas question de souveraineté ou question de légitimité d'un État ou d'une structure donnée. La CEDEAO est là pour nous accompagner. Même si les Togolais, parce qu'ils savent que le test, que l'expert sénégalais n'a fait que réhabiller la condition de 92. S'ils pensent que ça ne les arrange pas, il ne faut pas qu'ils trouvent des arguments pour dire que il y a la souveraineté de l'État togolais. Bien, merci Monsieur Folly. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps et vous avez dit l'essentiel. Passez une bonne journée. Alors, Madame Essi se dit fatiguée par tout cela et Folly, à l'instant, dit, il vous a posé une question honnêtement. Est-ce que vous pensez que dans les conditions actuelles, avec tout ce qui se passe, il faudrait aller aux prochaines élections? Nous avons déjà répondu à cette question. Aujourd'hui, la chose la plus suicidaire qu'il faudrait faire en tant qu'acteur politique, c'est de boycotter des élections et se retrouver dans le cadre de 99. Vous savez, si en face, ceux qui promeuvent le boycott ont des moyens pour non seulement empêcher le scrutin du 20, mais ont des moyens de faire en sorte que la dévolution du pouvoir passe par d'autres voies, nous les applaudirons. Ils disent que pour vous, c'est un alibi, le fait de dire qu'on risque de se retrouver dans une situation... Non, c'est pas... Bon, après, maintenant, chacun est libre d'apprécier la chose. Mais nous disons aujourd'hui, si les gens ont des moyens pour empêcher, d'une part, la tenue de ces élections et de trouver d'autres artifices pour faire en sorte que l'alternance arrive dans ce pays,
nous les applaudissons. Mais ce qui serait suicidaire pour l'acteur politique, le jeune acteur politique, et merci beaucoup pour la qualification, le jeune acteur politique qui regarde quand même l'histoire de son pays, c'est de dire est-ce que nous allons prendre le risque de refaire exactement ce que nous avons fait en 99, quitte à laisser unir, à l'époque c'était RPT, se retrouver à avoir les coudées franches à l'Assemblée nationale et faire les choses à sa guise. Nous pensons qu'il faut, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de sauver les meubles, ce n'est certainement pas la meilleure façon de faire, mais c'est la seule façon aujourd'hui qui nous paraît la plus adaptée pour sauver les meubles qu'on peut encore sauver. Si il y a une façon d'empêcher la tenue des élections, depuis nous espérions que la CEDEAO, après l'accord de Conakry, dirait la date du 20 octobre n'est pas bonne. La CEDEAO dit la date du 20 octobre est bonne. Nous attendions à ce que la CEDEAO nous dise, écoutez, il faut peut-être reprendre entièrement le recensement. Ce n'a pas été le cas, on a donné plutôt 3 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une BAC où nous ne pouvons pas miser sur le ni-ni, sans avoir exactement où est-ce que ça nous mène. Alors visiblement pour M. Folly, c'est vous qui légitimez cette élection parce qu'il a dit vous accompagnez le parti uni et s'il n'y avait pas d'autres partis de l'opposition qui ont la logique qui est la vôtre, peut-être que le parti uni n'irait pas à ces législatives. Excusez-moi du peu, c'est pour ça que nous disons qu'en 99, toute l'opposition en bloc avait boycotté les élections. Ça n'a pas empêché le parti uni d'aller aux élections, de les gagner et de siéger durant 5 ans en modifiant la constitution en 2002. Donc il faut quand même aussi regarder de temps en temps. Pour vous, en 2018, ce scénario est toujours possible? En 2018, il ne faut pas laisser, le contexte global. Quels que soient les cas, non mais le scénario, vous savez, des pays aussi grands comme le Sénégal, un jour, en 2002, le Sénégal aussi, les députés sénégalais ont boycotté les élections. Le boycott est un droit. Ça fait partie de la politique. Ça fait partie de la politique. Après, à vous d'en tirer les conclusions. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est pas la chose à faire, mais c'est un pari que nous faisons. Et après, moi, quand vous rentrez en politique, c'est avoir la capacité de parier aussi. Votre mot de la fin? Toujours cultiver la concorde nationale. Nous avons des points divergents sur beaucoup de sujets, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que le Togo reste un et faire en sorte que nous puissions garder ce tissu social-là. Parce que quand vous prenez, vous regardez au fait de façon avec beaucoup d'acuité, vous vous rendez compte que les problèmes sociaux sont plus importants que les problèmes politiques, mais que les politiciens ont cette manie-là de transformer leurs problèmes et de les répercuter sur les problèmes sociaux, au point où on pense que c'est les problèmes politiques qui prennent le pas sur les problèmes sociaux. Nous devons penser à la façon d'aider nos compatriotes et faire en sorte que ce pays-là, on le laisse dans une meilleure situation qu'on l'a trouvé quand ils sont venus sur Terre. Merci Djerry Tama d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du Nouvel Engagement Togolais. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi et d'y avoir participé. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Passez une excellente journée en compagnie de votre radio.